David Louapre, tu as créé il y a 4 ans la chaîne Science Étonnante sur YouTube. Tu travailles à côté aussi pour une grosse boîte de jeux vidéo français. Absolument. Et ça a tout de suite marché, ça t'a plu, tu continues de faire des vidéos. Je continue en parallèle, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier à venir faire un one-man show, c'est-à-dire à oublier tous les logiciels de montage et à venir te confronter directement au public? C'est toujours sympa parce que c'est mieux de voir des gens en vrai que via un écran et des messages. Donc il y a toujours un petit côté sympathique à se retrouver face à des vrais gens et de voir leurs réactions. Il n'y a rien de tel que la fête de la science pour faire ça. Absolument. Alors, dans une autre vie, parce que tu en as plein des vies, tu as obtenu un doctorat de physique fondamentale. Ouais. Et c'est à ces premiers amours que tu as décidé de revenir ce soir. Tu vas nous parler de gravité quantique. On n'en attendait pas moins de toi. Non, mais c'est sûr, vous non plus. Vous allez l'applaudir et après il va pouvoir partir. Il va falloir lui donner de l'énergie. Ça devrait aller. C'est le premier quand même, quand on chauffe les planches, il faut avoir un peu d'énergie. Allez, à toi David Louapre. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus là. Oui, comme disait Axel, je me suis dit que c'est la fête de la science et donc l'idéal était de vous parler du sujet qui, moi, m'a fait aller vers la science, qui m'a donné envie de faire des études scientifiques, qui m'a donné envie de devenir chercheur dans le domaine. Et ce sujet, c'est le Big Bang. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'étais gamin, j'étais ado, j'entendais parler du Big Bang. Je trouvais ça assez bizarre comme idée, assez fascinant, mais en même temps très perturbant. C'est quoi cette histoire que l'univers aurait eu un début, il y aurait une sorte d'explosion, et là tout aurait commencé. Mais ça veut dire quoi si ça a commencé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Comment ça a commencé? J'avais vraiment envie de comprendre ces choses-là, et c'est pour ça que j'ai fait des études qui m'ont permis de faire un petit peu de recherche dans le domaine, et je voulais vous partager 2-3 choses que j'avais appris en faisant ça. Alors pour comprendre cette histoire de Big Bang, il faut revenir presque un siècle en arrière. L'idée du Big Bang, elle est née dans les années 1920, et il s'est passé en même temps 2 choses assez incroyables. On a eu des résultats d'observations astronomiques qui étaient tout à fait étonnantes, et en même temps il y a des gens qui faisaient une théorie qui était très très perturbante. Alors qu'est-ce que c'est? Les observations astronomiques, elles sont dues à Hubble. Donc Hubble, dans les années 1920, ce n'était pas le télescope spatial, c'était un astronome qui s'appelait Edwin Hubble. Oui, parce que Hubble, en fait, c'était un astronome avant d'être un télescope. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'astronome s'est transformé en télescope. Je veux vous dire qu'on a nommé le télescope en hommage à Hubble. Et notamment parce qu'à cette époque-là, avec un télescope classique sur Terre, il a fait des observations qui ont vraiment changé notre vision de l'univers. Hubble observe des galaxies et se rend compte que quasiment toutes les galaxies s'éloignent de nous. Donc ça, c'est déjà assez étonnant. Et en plus, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Et il arrive même à montrer que en fait, c'est proportionnel. Donc les galaxies qui sont situées 2 fois plus loin s'éloignent 2 fois plus vite. Alors ça, c'est très étrange, et ça semble coller assez bien avec l'idée d'un univers qui serait en train de s'étendre. Alors ça peut paraître assez fou comme idée, et peut-être que l'idée d'ailleurs en serait restée là, si au même moment, on n'avait pas eu une théorie qui venait et qui collait parfaitement avec ça. Alors cette théorie, elle a été développée suite aux travaux d'Einstein, donc une quinzaine d'années avant. Einstein avait fait sa grande théorie pour laquelle il est très connu, qui est la théorie de la relativité générale. Et c'est une théorie qui nous dit que la matière courbe l'espace-temps. Et c'est cette courbure de l'espace-temps qui fait qu'on a ce qu'on appelle la force de gravité, ce qui fait tomber les objets, ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil, etc. Et en fait, cette théorie, elle se base sur une équation qu'on appelle l'équation d'Einstein, qui est absolument impossible à comprendre, et surtout qui est très très difficile à résoudre. En fait, on ne peut pas vraiment résoudre l'équation d'Einstein comme ça. Le seul moyen de la résoudre, c'est de faire des simplifications. Et une dizaine d'années plus tard, plusieurs personnes, et notamment un prêtre belge qui s'appelait Georges Lemaître, prend l'équation d'Einstein et se dit je vais l'appliquer à l'univers tout entier, mais je vais faire des simplifications. Je vais supposer que l'univers est quelque chose d'assez simple, qu'il est notamment homogène, c'est-à-dire partout pareil, il se ressemble un peu partout. Et en fait, Georges Lemaître arrive à simplifier l'équation d'Einstein jusqu'à une forme qui lui permet de la résoudre. Et en résolvant l'équation, on trouve que c'est tout à fait plausible que l'univers soit en train de s'étendre. Et donc, au même moment, on a ces observations de Hubble qui ont l'air complètement incroyables, qui semblent nous dire que l'univers est en expansion. Et puis, en même temps, on a une théorie qui colle parfaitement avec cette idée-là. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mettre les deux ensemble et d'essayer de faire des prédictions. Alors, on va prendre un exemple le plus simple. Imaginons que vous êtes à la fenêtre d'un immeuble et puis vous voyez un boulet de canon passer. Et imaginons que vous arriviez à mesurer la vitesse du boulet de canon avec un radar, par exemple. Si vous connaissez la vitesse du boulet de canon et que vous connaissez les équations qui décrivent le mouvement du boulet, vous pouvez prédire sa trajectoire, c'est-à-dire essayer d'imaginer où il va aller, quelle forme va prendre sa trajectoire.
On peut faire la même chose avec l'univers. On a les observations d'Hubble qui nous disent à quelle vitesse l'univers est en train de s'étendre. On a les équations de Georges Lemaître. Mais on peut mettre ça ensemble et puis continuer à prédire la façon dont l'univers va s'étendre. Mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. Si je reprends mon image du boulet de canon, si vous connaissez sa vitesse et que vous savez de quelle manière il bouge, vous pouvez en quelque sorte rembobiner le film et retrouver d'où il est parti. De quel endroit il a été tiré, par exemple, avec quelle vitesse. Eh bien, on peut faire la même chose avec l'univers. On peut prendre les équations, on peut prendre les observations d'Hubble, et on peut rembobiner le film de l'histoire de l'univers. Et si on fait ça, on trouve un truc absolument incroyable. On trouve qu'il y a à peu près 14 milliards d'années, l'univers aurait commencé. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que plus on remonte dans le temps, plus on trouve que l'univers était compacté sur lui-même, était dense, était de plus en plus chaud. Et donc on rembobine le film de l'univers, on tombe sur un univers de plus en plus compacté, de plus en plus dense, de plus en plus chaud, jusqu'à arriver à un moment où on tombe sur zéro, c'est-à-dire une sorte de commencement de l'univers. Alors ça c'est assez perturbant parce qu'une fois qu'on en est là, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire que l'univers a commencé à ce moment-là? Et en fait une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit mensonge là-dedans. En fait, quand on rembobine le film de l'univers, il y a un moment donné où on n'a plus le droit d'utiliser les équations qu'on utilise. C'est-à-dire que quand l'univers devient trop dense, trop chaud, trop compacté sur lui-même, on sait que les équations deviennent fausses. Et donc, les tout derniers moments où on rembobine le film de l'univers pour conclure qu'il y a eu un instant zéro, en fait, on n'a pas vraiment le droit de le faire. On sait qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire. Et donc, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut trouver quelles sont les bonnes équations qu'il faut utiliser très très proches de cet hypothétique instant zéro. Et pour faire ça, il faut faire ce que certains appellent de façon un peu pompeuse trouver une théorie du tout, c'est-à-dire une théorie qui mélange en quelque sorte l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand parce qu'on parle quand même de l'univers, et l'infiniment petit parce qu'à ce moment-là, il était très compact et très dense. Et en fait, il y a plusieurs théories c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, il y a plusieurs théories qui prétendent essayer de trouver une solution à ce problème. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle la théorie des cordes. Et puis, il y en a une qui est un petit peu moins connue, qui est celle sur laquelle j'ai fait mon sujet de thèse, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Alors, je ne vais pas vous parler dans les détails de ça, c'est assez mathématiquement assez imbuvable, mais je voudrais vous raconter une chose intéressante qu'on peut conclure avec cette théorie. Dans certaines versions de cette théorie, on arrive à la conclusion que, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'instant zéro. Quand on rembobine le film de l'univers, au bout d'un moment, l'univers rebondit. C'est-à-dire que si on repasse le film à l'endroit, il se pourrait que l'univers dans lequel on vit ne soit pas né au moment d'un Big Bang avec une sorte d'instant zéro, mais plutôt comme le rebond d'un univers précédent qui se serait effondré, et puis qui, au moment de devenir un point, mais juste avant, aurait rebondi et donné notre univers à nous. Et aujourd'hui, ça reste une théorie parmi plein d'autres. On a des éléments qui permettent de penser que c'est crédible, mais on n'a pas suffisamment de preuves d'observation astrophysique qui nous permettent de confirmer ça. Mais voilà, je trouve c'est assez excitant de penser que peut-être il n'y a pas eu vraiment d'instant zéro, peut-être que l'univers dans lequel on vit n'est que le rebond d'un univers précédent qui se serait effondré, qui aurait eu sa propre histoire. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, et j'espère qu'un jour, les physiciens arriveront à trouver la réponse, ou des éléments de réponse à cette question de qu'est-ce qui s'est vraiment passé au moment du Big Bang. Je vous remercie. Bravo. Viens nous rejoindre. David, viens nous rejoindre. C'est pas cool, hein. C'est pas cool parce qu'on avait dit qu'on avait des discussions très courtes après. Et là, je sens que Roland va rentrer dans... Bon, je vous présente les invités. Marion, évidemment, vous la connaissez. Alors, Marion, toi, comment t'as trouvé? Non, moi j'ai un truc. Ah oui. Ah oui, d'accord, toi, t'as quelque chose. Alors, juste à côté, Hugo Mérienne, doctorant. Alors toi, ta spécialité, c'est la biomécanique et tu essayes de comprendre comment les fourmis arrivent à porter des charges assez lourdes. Rien à voir avec le Big Bang. Rien à voir. Ok, qu'est-ce que tu as pensé alors de... Vas-y, dis-nous. Merci pour cette question. Non, j'aime beaucoup l'idée d'un univers rebond, ça me fait beaucoup rire. Non, et puis merci, c'est incroyable d'avoir ce genre de vulgarisation, mais que de rendre ça agréable et captivant en 7 minutes, non, c'est vraiment chouette. Merci. J'ai pas mesuré le timing, je sais pas combien j'ai... Non, mais ça va, on a le temps. On a toute la nuit, non, ils me disent non en régie. Guillaume Touillat, à côté, directeur de recherche à l'IGN, vous êtes spécialiste de, on disait autrefois cartographie, maintenant on dit géovisualisation. C'est ça, ça marche pas trop, mais géovisualisation, donc c'est en gros des cartes, mais sur des ordinateurs. Ok, rien à voir avec le Big Bang. Rien à voir avec le Big Bang. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le jeu ce soir. On a invité des gens qui n'ont rien à voir avec les sujets. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez? Ce travail incroyable quand même. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que
à peu près dans tous les sujets de recherche, il y a cette idée qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et on va essayer de développer des théories dessus, on va essayer de faire des expérimentations, de mesurer les choses. Et en fait, même si moi je ne comprends rien au Big Bang, en fait j'ai un peu les mêmes démarches scientifiques que les gens qui essaient de comprendre le Big Bang. Et c'est toujours assez marrant de remarquer ça. Ok. Roland Lehoucq, je vous le présente plus. Enfin, je vous le présente quand même à nouveau, astrophysicien au CEA. Alors là, je n'ose pas penser. Roland, une réaction quand même sur l'intervention de David. J'allais dire, très bien. Non, mais est-ce que, juste par curiosité, sans rentrer dans le détail, des petites choses, parce que je te voyais en même temps cogiter, écouter, avec, tu suivais tout au mot près. Oui, c'est ça. Alors, je vais être désagréable comme ça. Hein. Voilà, on va dire. Non, seulement, je ferai attention, mais ça pourrait être dans le choix du langage qu'on utilise pour parler de ces théories, on devrait plutôt dire de ces hypothèses. Parce qu'on a souvent tendance dans le langage quotidien, pour les gens du domaine, pour eux, ils comprennent bien le statut épistémologique de ce dont ils parlent. Mais c'est souvent pour le grand public, c'est pas très clair. Une théorie, dans le langage commun, ça veut dire une hypothèse. Ton truc, c'est une théorie. Alors qu'en physique, une théorie, c'est quelque chose qui est déjà construit. Et une hypothèse, ben là, c'est clair. C'est quelque chose qui est en construction, qui est une des possibilités. Et donc, c'était parfait. Mais j'aurais dit hypothèse. Voilà. C'est pour ça que je me disais, quand il a dit théorie, voilà, c'est ça. Mais je ne veux pas jouer, non, mais c'est sûrement pas mon rôle de jouer les correcteurs, les professeurs. On a bien compris. Évidemment. Sûrement on est pas. là pour donner l'avis. Exactement. Ces jeunes gens, je dis jeunes gens parce que malheureusement, enfin bref. Donc ces jeunes gens, ils ont demandé l'autorisation à personne pour faire ces vidéos. Ils ont fait des trucs, ils ont fait un travail merveilleux. Et moi, quand j'ai découvert ces vidéastes scientifiques en particulier, les autres sont moins intéressants. Enfin, il y a un peu à boire et à manger, on va dire, disons. Mais en tout cas, pour les vidéastes scientifiques, de toute obédience, c'était vraiment extraordinaire de voir cette nouveauté. C'était vraiment très rafraîchissant, très étonnant. Et donc, je veux absolument dire, moi qui suis de la vieille école, moi, c'est plutôt les bouquins, les conférences. Eux, ils sont aussi les bouquins, mais ils ont commencé par des films et ils font des conférences, ils font des bouquins maintenant. Cool, ouais. Et donc, du coup, je suis très admiratif du travail et de l'énergie qu'ils ont mis dans cette affaire. Bravo. Donc, de toute façon, bravo. Voilà. Bravo. Marion, un petit commentaire. Tu as dessiné déjà ce genre de sujet? Non, mais justement, moi, comme je suis visuel, je me disais, mais attends, un rebond. Alors, comment rebondir univers? Alors, un ballon de basket, il faudra m'expliquer en coulisses parce qu'on n'a pas le temps, monsieur, à son timing. Mais il faudra me faire un dessin. Il y a un autre sujet que je veux aborder avec vous parce que je sais que vous êtes tous passionnés de ça. On l'a dit tout à l'heure. David, tu travailles aussi chez Ubisoft comme directeur scientifique. Donc, en fait, la nuit, tu es youtubeur et dans la journée, tu bosses. C'est ça, à peu près. Vous êtes tous passionnés de jeux. Moi, j'ai été surpris. J'ai découvert un petit peu que, en fait, les jeux vidéo en France prennent de plus en plus d'importance. Alors après, je ne vous donne pas toutes les sources des sondages, mais ils se recoupent à peu près tous. Hein. On devrait donner ces sources normalement, mais c'est plus de 50% des Français qui y jouent régulièrement. C'est presque autant de femmes que d'hommes. Enfin, d'après les sondages, 47% de femmes, 53% d'hommes, 90% chez les 10-24 ans, et ouf, 50% au moins chez les plus de 50 ans. Donc, on draine un public absolument incroyable. C'est intéressant les jeux vidéo pour transmettre de la connaissance scientifique. Ce que je trouve fascinant avec les jeux vidéo, c'est que c'est un média actif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train d'écouter passivement quelqu'un qui nous raconte une histoire qu'on risque d'oublier au bout d'une demi-heure. C'est qu'on se retrouve mis dans une situation, on doit agir, on doit réfléchir. Et je pense que c'est un moyen de transmettre des connaissances qui est potentiellement extrêmement efficace si on arrive à correctement le canaliser. Ouais. Ok, c'est peut-être moins facile des fois de jouer avec la science dans un jeu vidéo sans flinguer personne, quoi. Tu vois? On y réfléchit. Ouais, il y a un bon boulot à faire là-dessus. Je voudrais qu'on en parle aussi avec à l'IGN. Vous participez parfois à des jeux. Alors, vous êtes une source incroyable. Vous avez combien? Des millions, 3 millions d'images, de vous capter. Vous pouvez créer des décors. C'est-à-dire qu'on partirait de décors réels à inclure dans les jeux vidéo. Oui, alors je n'ai pas les chiffres exacts sur les images, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai que nous aussi, comme le disait David, on s'est rendu compte que les jeux vidéo étaient un support extraordinaire pour transmettre le savoir scientifique. Et il y a un exemple qui est assez fort, c'est que je pense que beaucoup de gens connaissent le jeu Minecraft, qui est un jeu dans lequel les joueurs reconstruisent leur monde à partir de cubes générés aléatoirement. Et en fait, l'IGN a proposé un service où, plutôt que de générer ces cubes aléatoirement, on va générer un monde qui ressemble à la France à partir des vraies cartes de l'IGN. Et en fait, ce truc-là, qui, pour nous, au début, avait l'air de rien, en fait, s'est révélé assez incroyable en termes de communication du savoir. Et je pense que c'est
une des choses qui a fait qu'on a le mieux transmis, notamment auprès des jeunes, l'expertise scientifique de l'IGN. Et vraiment, ça a vraiment très bien marché. Roland, je te passe encore la parole parce qu'il y a un jeu qui vient de sortir. Je l'ai pas joué avec, mais j'ai vu qu'il marchait bien quand même. Oui, on peut aller directement sur Internet. Ça s'appelle le Prisonnier Quantique. Prisonnier Quantique. C'est prisonnier-quantique.fr. C'est un jeu qui a été autoproduit, si j'ose C'est dire, par le incroyable, CEA. vous avez tout fait à l'intérieur. On a tout fait à l'intérieur. Alors, on n'a pas l'ambition de faire des jeux comme dans les grandes franchises de jeux, évidemment, comme Ubisoft, évidemment, on risque pas de jouer à leur niveau. Ah non, mais ça quand même, c'est très beau. Hein. L'idée, c'est de faire un jeu qui soit plaisant, qui soit joli à regarder. C'est un point and click classique. Alors, les plus anciens voient ce que c'est, même les plus jeunes d'ailleurs. C'est pas très ambitieux de ce point de vue-là. Ce qui est le plus ambitieux, c'est la façon dont on peut pratiquer les sciences dans un jeu vidéo, où il y a une intrigue qui est fondée sur quelque chose qui relève de la science-fiction, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, il faut quand même que ça soit un peu excitant. Et en même temps, il y a un certain nombre de points techniques à résoudre, d'énigmes, mais c'est des énigmes qui vont être résolues à la mode de les sciences, par essai-erreur, par réflexion, par test, par expérimentation parallèle. Donc, comme un cheminement scientifique. Voilà, c'est pour essayer de mimer un peu le cheminement scientifique, et du coup, dans le cheminement scientifique, mimer aussi une chose qui est importante, c'est quand on se trompe, c'est pas grave. Quand on se trompe, on apprend un truc. Donc on n'est pas pénalisé quand on se trompe, on recommence, et on peut avoir des indices, etc. Par contre, quand on gagne, bon là on est récompensé, on a le prix Nobel, disons, enfin vous voyez, on a des points. Mais cette bienveillance du joueur qui a le droit de se tromper peut favoriser son apprentissage des règles qui prévalent pour résoudre les énigmes qui sont des règles scientifiques, que ce soit de la technique, de l'ingénierie, de la physique fondamentale, de la chimie, de la biologie, dans plein de domaines, plein de disciplines dans balayées. l'environnement, sur les accélérateurs. On apprend même un peu de physique quantique. Il y a exactement. C'est-à-dire que l'intrigue générale est dans un monde quantique. Elle se passe ça s'appelle le prisonnier quantique. Donc on tire un peu quand même les concepts. Hein, on les tire un peu au-delà de ce qu'ils ont le droit de dire pour que ça rende la chose un peu excitante. Mais il y a effectivement après on redresse, c'est-à-dire on ne laisse pas les gens dans le flou quant à la. Il y a des choses qui sont parfaitement pertinentes, des choses qui sont un peu, disons, de la science-fiction, de l'invention pour partie. Celles-là, elles sont débunkées à la fin. On explique, ah ben non, ben ça, pour que les gens ne restent pas sur une impression de quelque chose qui aurait pu être réel, mais qui ne l'est pas en fait. Et je précise qu'en plus, c'est un jeu qui est gratuit et qui est accessible à tous. Il est on peut diffusable, jouer sur comme son j'ai dit, navigateur. à l'adresse. Il est diffusé sur le web, donc on peut jouer gratuitement à tous âges. On peut jouer avec des plus grands, enfin dire un ado avec un plus jeune, un parent avec son enfant, en classe, enfin... Bon, on fait ce qu'on veut avec, après c'est super. Les utilisations sont libres. En tout cas, c'est bien et c'est complètement produit à l'intérieur. C'était l'idée d'utiliser sympa. la culture populaire comme vecteur de connaissances. Mais alors tout le monde s'y met, hein, parce que Hugo, qui est avec nous aussi dans son laboratoire à Toulouse, et vous avez développé un jeu aussi, Termitia, ouais, on a fait ça Termitia. en collaboration avec une association de médiation scientifique à Toulouse et une start-up. À partir de la modélisation d'une termitière. Ouais, exactement. Dans mon laboratoire, il y a un groupe qui travaille sur la construction des niches chez les insectes sociaux, donc les termites, les fourmis. Et ils ont fait un scan 3D d'une termitière qu'ils ont reconstruit numériquement et on peut se balader dedans. Ils en ont fait un jeu vidéo où en fait l'histoire se passe dans le futur. On est capable de miniaturiser les gens. On a envoyé une équipe scientifique dans une termitière pour observer la vie des termites. Mais on n'a plus de nouvelles depuis 5 jours. Donc vous êtes un sauveteur secouriste. Ça ressemble au quantique ce truc. Vous êtes miniaturisé pour aller trouver ce qui s'est passé et trouver d'éventuels survivants. Et vous avez un fusil, mais tirer sur les termites n'est peut-être pas la meilleure utilité. Et les amis, vous devriez peut-être bosser ensemble. Hein. Ce serait pas mal. On arrête la conversation ici parce que toi tu joues aux jeux vidéo. Non, moi, voilà. moi, je suis non, c'est pas ça. Je suis auteur de BD. Si je joue aux jeux vidéo, je travaille plus. Donc, je suis comme... non, faut pas. C'est comme une drogue. Faut pas que je m'approche. Donc, je me discipline. Mais il faudrait, pour la fête de la science, faire des battles de jeux vidéo, moi, je pense. Mais, c'est une bonne idée. Pourquoi pas y voilà, penser. Madame la ministre. Messieurs, merci beaucoup. Hugo, tu restes avec nous. Merci beaucoup. C'est super. Bravo.